Bienvenue à cette table ronde dans le cadre de la semaine d'activités littéraires du Salon du livre de Rimouski. Aujourd'hui, on a la chance de discuter avec deux auteurs qui ont un parcours de vie hyper intéressant, qui ont décidé de nous partager un peu des éléments de leur mode de vie, des éléments techniques aussi en lien avec l'autosuffisance alimentaire, donc un thème qui est quand même à la mode en 2020 dans le contexte que l'on connaît. Je vous présente Véronique Bouchard et Dominique Lamontagne, deux auteurs qui nous présentent cette année deux livres, deux manuels, je dirais, très pratico-pratiques. Donc, Cuisiner sans recette et puis L'artisan fermier. Donc, pour les prochaines 45 minutes, on va échanger pour parler d'agriculture, de cuisine, d'aliments et puis tout autre sujet connexe. Donc, bienvenue et merci d'être là. Pour commencer, en fait, je pense que ça serait intéressant de vous connaître un petit peu plus, d'entendre parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à publier ces livres, ces manuels-là cette année. Donc, peut-être, Véronique, veux-tu nous présenter un peu qui tu es, puis dans quel contexte tu as eu le goût d'en décrire, en fait, cet ouvrage-là? J'ai toujours de la difficulté à me présenter. J'ai l'impression d'avoir tellement de chapeaux. Il faut que je les mette les uns après les autres. D'abord, je suis une mère de famille. J'ai deux enfants de 11 ans, 13 ans. Je suis une agronome. Je suis fermière de famille aussi. Je me considère aussi comme une entrepreneure engagée dans ma communauté. Je me décris aussi comme une militante, à la fois humaniste, écoféministe. Rapidement, j'ai été indignée par les injustices sociales, environnementales. Puis c'est vraiment ça qui m'a amenée là, à passer à l'action, notamment en embrassant là, le métier de fermière de famille. C'est ça qui m'a amené à démarrer là, une ferme dans les Laurentides, aussi à démarrer une épicerie fermière, puis à toujours continuer à écrire. Moi, j'ai fait ma maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM avec Lucie Sauvé à la chaire de recherche en éducation relative à l'environnement. Puis j'avais participé à un ouvrage collectif aux éditions Éco-Société à l'époque sur les problématiques qu'on vivait au Québec à l'époque autour des porcheries. Puis j'ai toujours continué à écrire des articles aussi dans le bulletin qu'on écrit à nos abonnés de Panier Bio à chaque semaine. J'ai toujours eu ce lien-là d'écriture. Puis là, durant les dernières années, j'ai travaillé sur ce projet de livre-là. Puis ce livre-là, vraiment, l'image de mon parcours, en fait, c'est pour susciter une prise de conscience face à toutes ces injustices-là, mais aussi dans une approche vraiment très proactive de proposer des solutions. Je pense que face aux problématiques qu'on vit, qu'elles soient sociales ou environnementales, il ne faut surtout pas rester dans la colère et l'impuissance, puis il faut passer à l'action. Puis c'est pour notre bien-être, à nous d'abord. Moi, je dis c'est mon bien-être individuel. Si j'étais restée dans l'indignation et la colère, je n'aurais pas été heureuse. Donc, pour moi, de canaliser l'indignation dans quelque chose de positif à travers l'action, ça a été salutaire pour moi. Puis je pense que ça peut l'être pour nous tous, pour nos communautés et pour les communautés aussi ailleurs de par le monde et pour les communautés aussi à venir. Donc, c'est ça que je veux proposer dans ce livre-là, des solutions vraiment concrètes pour redonner ce pouvoir-là qu'on peut tous prendre à partir de notre jardin ou de notre cuisine pour transformer là, notre culture agroalimentaire puis en faire quelque chose qui va nous nourrir là, sainement et humainement aussi. Super, merci. On va revenir sur les éléments très concrets, mais effectivement, moi, pour m'y être plongée là, au cours des derniers jours, je peux dire que c'est un ouvrage qui s'adresse vraiment à tous, qu'on ait les deux pieds dans la terre tout l'été ou encore qu'on soit citadin mais qu'on fasse nos courses autour de chez nous. Donc, merci d'être là. Puis Dominique, à toi la parole. Donc, moi aussi, j'adore me présenter. C'est moins organisé, mon affaire, que Véronique. Là, je suis presque pris par surprise. Moi, je dirais qu'on a commencé dans l'agro en ouvrant un restaurant à Montréal au début des années 2000. On faisait de la transformation. Hein, on ne produisait pas nécessairement nous-mêmes nos denrées, ce qu'on transformait au resto. Donc, on a remonté le courant, je dirais. On est passé de Montréal à Sainte-Sophie, où on avait un plus grand local de transformation, où on faisait de la conserve gastronomique. Ça s'appelait tout ça le Naked Lunch à l'époque. Il y en a qui s'en souviennent encore. Et puis là, finalement, on s'est tanné de tout ça. J'ai l'impression que la restauration nous a vraiment
vidés de nos énergies de base. Les enfants aussi qui sont arrivés à cette même époque-là, un en 2003, un en 2008. Et puis là, on s'est vraiment replié sur nous-mêmes dans les Laurentides, à Sainte-Lucie, où c'était le seul endroit où on avait trouvé un terrain qui était d'une taille appréciable, qui n'était pas autour d'un lac, là, où on pouvait vraiment être pas cordés les uns sur les autres. Et puis, on a voulu se remettre finalement à la restauration, mais sous forme de table champêtre. Puis c'est là où j'ai passé un coup de fil à l'UPA. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y en a, les poules, les vaches, les poulets. Puis j'ai compris qu'il y avait au Québec un monopole, là, un monopole de représentation de la part de ce syndicat-là, qui avait amené l'agriculture à se spécialiser, à se professionnaliser, à s'industrialiser, puis à rendre la tâche très, très difficile à ceux qui voulaient faire différent puis tout petit. Alors moi, je parle essentiellement de l'élevage d'animaux. Hein? Au niveau des végétaux, c'est beaucoup plus libre au Québec. Donc, les maraîchers n'ont pas nécessairement à se battre contre des fédérations, n'ont pas à gérer des plans conjoints de mise en marché, des trucs plus contraignants. Il y a l'abattage aussi, qui est quelque chose de très compliqué dans un milieu de ferme, alors qu'une carotte, tu tires dessus, voilà, elle est abattue. Parce que je pense que les carottes ont une conscience. Et qu'on les abat quand on les extirpe du sol, on s'en reparlera. Puis là, en voyant ça, j'ai dit, mon Dieu, personne ne m'a jamais dit ça. J'ai écrit La ferme impossible. Je me suis mis à militer en faveur d'une agriculture que j'appelais artisanale et légale, donc la légalisation de l'agriculture artisanale. Ça a donné La ferme impossible en 2015 chez Éco-Société. Et puis, 5 ans plus tard, moi aussi, un peu tanné d'être dans le combat, puis la politique qui va autour de ça, j'ai décidé d'aller vers le manuel technique en me disant, si on ne peut pas changer la loi, donnons envie au plus de gens possible de faire cette agriculture-là, puis regardons ensemble la loi changer devant le fait accompli, parce que je pense que la loi ne tire pas les gens vers l'avant, mais réagit à ce qui se passe en société. Alors... Parfait, excellent. Encore une fois, là, un manuel extrêmement complet, même avec des trucs, tu sais, comment patenter les outils, où se les procurer, tout ça, d'une transparence, comme on en a rarement vu. Là, on va en reparler aussi, mais c'est vraiment un ouvrage qui est une mine d'or, en fait, pour quelqu'un qui voudrait se lancer un peu dans l'aventure. Si on est tous par Zoom, hein, c'est parce que présentement, on est en pleine pandémie. On est un peu tous coincés chez nous. Pour voir les choses aller depuis quelques mois, on sent que les gens se questionnent sur leur mode de consommation, se questionnent sur ce qu'ils achètent, ce qu'ils mangent. On est en train les gens se sont remis à faire du pain. Tout ça, on a vu plusieurs phénomènes qui vont perdurer ou pas. Hein, mais je pense que la crise qu'on vit collectivement en ce moment amène des prises de conscience. Pour briser la glace, en fait, j'aimerais ça qu'on discute ensemble sur la notion d'autosuffisance alimentaire, puis pourquoi cette notion-là est si importante en ce moment. Parce que j'ai l'impression, pour travailler en agriculture depuis 15 ans, qu'on n'en a jamais autant entendu parler. Puis pourquoi, en 2020, c'est aussi important de mettre le sujet sur la table. Super. Je peux peut-être commencer. En fait, on a eu tout un débat avec pas un gros débat, là, mais on s'est questionné à savoir le livre Cuisiner sans recette. Moi, je voulais l'appeler Guide de résilience alimentaire. Puis on m'a challengé pourquoi on ne l'appellerait pas guide d'autonomie alimentaire. Puis pour moi, j'aime bien le concept de résilience alimentaire. En fait, le concept de résilience, c'est la capacité à un système ou à une personne à résister aux chocs et aux perturbations. Puis l'autonomie ou l'autosuffisance sont des éléments qui peuvent participer là, à la résilience des systèmes. Mais tu sais, dans le livre, j'amène aussi toute la notion de solidarité. Ouais. La force des liens solidaires qu'on bâtit les uns avec les autres, je pense que c'est ça qui est un élément important là, de la résilience de nos systèmes. Puis on l'a vraiment bien vu avec la pandémie. En fait, moi, quand j'ai écrit le livre, je pensais de résilience alimentaire. Ça fait 5 ans que je travaille là-dessus. Je le voyais dans une optique aussi de changement climatique, où on sait qu'il va y avoir des événements climatiques extrêmes,
Puis on nous annonce, là, le GIEC, les experts scientifiques nous disent qu'on va avoir des bris d'approvisionnement, que cette alimentation-là, industrielle, basée sur les imports-exports, va connaître des ratés. Puis paf, arrive la COVID, et là, on expérimente. On arrive à l'épicerie, il n'y a plus d'œufs. On arrive à l'épicerie, il n'y a plus de farine à pain, il n'y a plus de graines à germer. Puis là, on vient de faire la file pendant 20 minutes. On ne va pas aller refaire la file dans une autre épicerie pour voir au cas où qu'il y aurait des œufs. Donc, les gens ont dû apprendre à se débrouiller, à cuisiner avec ce qui était disponible. Ouais. Et massivement aussi, les gens se sont abonnés à des paniers du réseau des fermiers de famille. On a vu que ce système-là, par les réseaux de solidarité aussi entre citoyens et agriculteurs, offre une belle résilience à notre système. Puis ce qui est extraordinaire au Québec, on a une situation vraiment unique, c'est que l'agriculture soutenue par la communauté, c'est un réseau solidaire d'une communauté qui s'organise avec une ferme dans un réseau de solidarité. Et l'ensemble des fermes qui font des paniers bio, les fermiers de famille, sont aussi organisés dans un réseau solidaire entre fermiers. Et ça, c'est un système qui est extrêmement puissant. Puis j'aime bien aussi faire le parallèle entre la biodiversité. On pourrait avoir une autonomie basée sur des monocultures qui nourrissent. On le voit un petit peu avec les œufs au Québec. On a une centaine de fermes qui fournissent l'ensemble des œufs à la population du Québec. C'est des fermes ultra concentrées. Il rentre une maladie dans un poulailler ou une nouvelle maladie, on en a eu des grippes aviaires, ça peut être dévastateur. Alors que si notre système est basé sur plein de petits systèmes interreliés avec des réseaux de solidarité, on a un système qui est beaucoup plus résilient, tout comme moi, sur ma ferme, on a 60 légumes différents. Fait que d'une saison à l'autre, on peut avoir une culture qui a moins bien réussi, puis une autre qui a mieux réussi. Fait que dépendamment des saisons, on réussit quand même à avoir une belle diversité. C'est que notre système, en étant diversifié, il est résilient. Puis je pense que la résilience de nos systèmes, ça va prendre une diversité. Plusieurs petites fermes, peut-être encore pour une période de transition de plus grandes fermes, peut-être aussi encore un peu, évidemment, d'importation parce qu'on aime bien le café, le chocolat, mais on devrait le faire dans un esprit aussi de solidarité nord-sud avec du commerce équitable. Donc, il faut voir aussi que ces systèmes-là soient durables humainement et écologiquement. Puis, tu sais, il y a quelque chose dans ce que tu dis qui est intéressant. Puis, bon, le principe des paniers, et ça, c'est la notion de partage de risque entre le producteur puis le consommateur. Parce que le consommateur, en acceptant un abonnement, accepte aussi le fait qu'il va y avoir des aléas, il y a peut-être un légume qui ne sera pas disponible, tout ça, il va en avoir un autre qui va le remplacer. Je pense qu'il y a quelque chose dans la notion de résilience qui est importante là, parce que bien que, bon, par exemple, moi, je n'ai pas d'entreprise agricole, je suis abonnée à des paniers, je n'ai pas de contrôle sur ce que mon fermier de famille fait. Par contre, par un échange d'informations, je comprends sa réalité, puis ça me rend beaucoup plus compréhensive sur ce que je reçois dans mon panier à chaque semaine. Puis on s'entend, l'année 2020 a quand même comporté certains défis en production maraîchère, disons ça comme ça. Donc, tu sais, je trouve ça intéressant que tu utilises le mot résilience, puis ça implique l'ensemble de la filière, l'ensemble de la chaîne, pas juste le producteur qui doit se dépatouiller avec ce qui va sortir de son champ, mais aussi le consommateur comme acteur, acheteur, etc. Dominique, moi, ce que j'en comprends aussi, c'est que la notion d'autosuffisance, tu l'as embrassée un peu, puis ça a été une école quand même assez formatrice de ton côté. On le voit quand on lit ton livre, tous les chemins ou en tout cas les essais que tu as faits. Donc, tu sais, un peu ta lecture de la situation actuelle, puis ta réalité à travers ça. Comment ta réalité d'artisan fermier te permet de traverser la crise ou en tout cas d'avoir une certaine perspective sur ce qu'on vit en ce moment? Ben, j'ai l'impression que moi, je me suis toujours considéré comme un peu monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresse à l'acte alimentaire à sa propre échelle. Puis moi, dans mon cas, j'aurais aimé aussi en faire profiter d'autres sous la forme de repas servis à la ferme, mais toujours dans une optique où tout serait fait ici. Donc, moi, j'ai toujours refusé d'amener mes poulets à l'abattoir ou de faire les courbettes qu'il fallait pour embarquer dans quelque chose de plus investi. Ça ne me tentait pas d'investir $250 000. En fait, on parle d'1 million de dollars d'investissement si on veut pouvoir faire un pot au poulet qui a des œufs, de la crème puis du poulet dedans sans
amener ses animaux en voyage avec soi ou bâtir des postes de classification, etc. Moi, ce que je vois de la pandémie, ce que je réponds souvent par rapport à ce que je trouve que la pandémie nous a le plus appris, c'est la possibilité du télétravail et puis donc de dégager du temps. Parce que les gens, je pense que pour que la société change, parce que là, les anxiolytiques, ça fera, les antidépresseurs, ça fera. Je pense qu'on peut avoir bien du fun à un certain âge en ville, mais qu'à un moment donné, on a besoin de sens. On a besoin de s'intéresser à la genèse, c'est-à-dire de remonter un peu le courant, voir qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on fait ici. Alors, j'ai l'impression que justement, si on veut pouvoir faire un peu plus de choses dans la vie, c'est-à-dire participer un peu à se nourrir, participer un peu à se vêtir, à se loger, ça peut être le fun de profiter de cet élément-là qui est le télétravail pour comprendre que oui, on peut mettre 2-3 heures à travailler avec d'autres, mais peut-être qu'on devrait mettre aussi 2-3 heures à s'occuper de soi. Alors, le guide, évidemment, prenait pour acquis que les gens qui le lisaient partaient de rien. Je pense qu'on peut partir d'absolument rien puis en finir avec des poulets dans le congélateur, des œufs dans le frigidaire et puis peut-être même un fromage de lait de chèvre dans son petit cabinet d'affinage en suivant ce dont je parle. Donc, moi, c'est important que ça soit très concret puis que ça soit accessible. Parce que oui, on parle de la pérennité, oui, rebondir en temps de choc, c'est-à-dire la résilience, mais moi, la pérennité m'intéresse beaucoup. C'est pour ça. Moi, j'ai toujours été très intéressé au do-it-yourself, au le faire soi-même, pour différentes raisons. Des fois, juste pour le plaisir de pouvoir en avoir plus, parce qu'en ne l'achetant pas, on peut s'en fabriquer, puis ça nous coûte moins cher à la limite. Mais ce qui, moi, m'obsède en agriculture artisanale, c'est l'idée de limiter les intrants. Donc, d'être intrant autonome. Donc, pour moi, si je fais du lait de chèvre, j'essaie de me dire que je suis capable d'en faire sans aller acheter à droite et à gauche ce dont j'ai besoin pour en faire. Donc, j'ai mon pâturage, j'essaie de faire du foin. Pour les poulets, j'essaie de me sevrer de la moulée. Les poules, on essaie de les nourrir vraiment avec les moyens du bord. Donc, pour moi, la pérennité, c'est ça qui est au centre de tout. C'est un système qui nous permet de durer dans le temps parce qu'on repose sur des ressources renouvelables. Donc, quand pour lesquelles on a le contrôle aussi. C'est ça. Quand on est pérenne, inévitablement, je pense qu'on va être résilient. Ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est aussi des fermes, des grandes fermes de monoculture qui avaient de la difficulté à mettre en marché leurs aliments. Donc, c'est une chose voir une ferme, c'en est une autre aller cogner à la porte et demander qu'est-ce que vous avez à nous donner à manger. Si la ferme ne peut rien nous fournir, si les animaux s'empilent parce qu'ils ont besoin d'un abattoir, que la citerne qui ramasse le lait ne vient pas, puis que donc les denrées sont jetées, là, je pense qu'on a un problème et que c'est plus difficile de parler de l'autonomie alimentaire. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est bien. Puis, on n'a même pas abordé la question de la main-d'œuvre, mais qui est quand même un enjeu assez, assez majeur, surtout pour les fermes d'une certaine envergure, puis toute la notion de main-d'œuvre étrangère, tout ça, là, ça a été. En tout cas, c'est une année, on peut dire, où on apprend à vitesse grand V, où les prises de conscience sont là. On croise les doigts, par contre, pour que ce ne soit pas quand l'année prochaine, on ait oublié une partie des leçons qu'on est supposé avoir appris cette année. La table est mise pour le, pour le reste de la discussion. Je pense qu'on est bien parti. Maintenant, mais je vais m'adresser à chacun d'entre vous parce que c'est intéressant. Vos livres sont complémentaires. Je pense qu'ils peuvent s'adresser au même lecteur ou en tout cas au même bassin de lecteurs vraiment. Dominique, tu parlais de faire sens. Je pense qu'on est complètement là-dedans. En même temps, ce que je trouve intéressant, Véronique, dans ton livre, en fait, c'est de cuisiner sans recette. J'aimerais ça savoir parce que, tu sais, oui, tu es agricultrice, tu as une grande expérience là-dedans, tu es fermière de famille. Par contre, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une ferme ou d'avoir un jardin, tout ça. Par contre, cuisiner sans recette, la saisonnalité, ça fait partie quand même de... C'est accessible, même si on n'a pas ça dans notre arrière-cour. Donc, ça commence par où, hein? Cuisiner sans recette, comment... On est tellement bombardé d'émissions, de livres, de revues, de recettes. Tu sais, on va au supermarché, on ressort avec déjà plein de trucs, mais cuisiner sans recette, est-ce que c'est accessible à tous? Puis par quoi on commence? Si on a le goût de se libérer, justement, du joug de... Je pense que, tu sais, j'abonde dans le même sens que Dominique. Il faut reprendre le temps
qu'il faut prendre le temps. Tu sais, les gens disent tout le temps « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». On peut faire des choix dans notre vie. Commencer par fermer les écrans, se couper de la publicité. La société de consommation nous bouffe. Oui, Bon, OK, il faut choisir quand c'est le temps de couper les écrans. Mais surtout, je pense qu'il faut se couper de la publicité. Ouais. On se fait manipuler comme dans un roman de George Orwell qui nous amène à acheter toutes sortes de choses besoin, à perdre notre temps dans la consommation alors qu'on peut faire soi-même et y trouver énormément de plaisir. On essaie de nous présenter la cuisine comme étant une corvée. On nous présente tous les produits transformés, vous allez sauver du temps. Mais pourquoi vouloir sauver ce temps-là? Ce temps-là peut être très agréable. Puis pour cuisiner, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Puis ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir énormément d'expérience et de connaissances. Ça prend une base, évidemment. Oui. J'aime bien faire le parallèle avec la musique. C'est sûr que tu ne commences pas, tu apprends un instrument et tu joues du free jazz. Tu vas commencer par apprendre la technique, on apprend les gammes de base, puis après ça, on va commencer peut-être à improviser un peu sur un petit blues, là, quelque chose de facile, puis après ça, on va pouvoir se détacher de la partition. C'est un petit peu le même processus avec la cuisine. C'est comme si mon livre, c'est un peu comme un guide d'improvisation musicale. Mon livre, c'est aussi un guide pour se libérer de la recette sans se dire on va jeter les livres de recettes. Moi, je continue à suivre certaines recettes, sauf que mon rapport à la recette, il est différent. Je pars de l'aliment au lieu de partir de la recette. Puis je pense que pour développer notre résilience alimentaire, il faut partir de l'aliment. Parce que d'une saison à l'autre, comme tu disais très bien, il va y avoir des fois, là, en plein moment de l'été, on n'a plus de laitue, ils ont pourri dans le champ. Fait que là, on l'a plus, cet aliment-là. Donc, il va falloir cuisiner avec autre chose. On arrive à l'épicerie, il n'y a plus d'œufs. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus d'œufs dans l'étal à l'épicerie? On va apprendre à cuisiner avec d'autres ingrédients. Donc, on part de ce qu'on a de disponible, ce qui est de saison, ce qui est accessible pour nous, des choix éthiques aussi, parce qu'on va décider de choisir tel aliment parce que cet aliment-là, il est produit sans l'exploitation de ressources ou sans l'exploitation d'humains. Donc, on part de l'aliment, puis on voit après ça qu'est-ce qu'on peut faire avec. Puis dans le livre, j'offre beaucoup de connaissances de base et aussi comme une méthode avec la dernière section qui sont des thèmes et variations. C'est comme j'allais extraire des principes de base de recettes. Puis le livre est fait pour un peu, on met le livre là, puis on se dit, OK, qu'est-ce que je cuisine ce soir? On fait, OK, on choisit une base, puis on l'adapte avec ce qu'on a dans le frigo. Donc, c'est un peu ça le principe, c'est de transformer un peu nos réflexes pour pouvoir faire des choix éthiques. Puis toute la première partie du livre est une réflexion sur quelle devrait être notre alimentation, comment ça devrait être produit. Souvent, on se rend complice d'atrocités, d'exploitation, sans s'en rendre compte, par aveuglement volontaire parfois, des fois par ignorance. Mais une fois qu'on a fait cette prise de conscience-là, il faut passer à l'acte. Puis passer à l'acte, ça peut être super agréable. Cuisiner, ça peut être agréable. C'est pas nécessairement une corvée. Puis moi, c'est sûr qu'en étant fermière de famille, j'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner. Fait que pour moi, la cuisine, il faut que ce soit simple, efficace. Je peux pas perdre mon temps à regarder des émissions de cuisine ou à aller sur des blogs et tout ça. Fait que j'ai appris à avoir une cuisine très efficace qui part de l'ingrédient. Et puis, tu sais, je lisais ton livre, puis moi, je trouvais ça... Bon, on se parle, on est début novembre. Je pense à beaucoup de jeunes, des étudiants, des gens qui partent en appartement, des gens qui n'ont pas eu la chance de cuisiner non plus avec leurs parents. Il y a des parents qui n'ont pas montré, moi, à leurs enfants à cuisiner, à improviser, tu sais. Puis, je trouve que c'est un guide qui est très intéressant pour même justement la base, parce qu'en cuisine, si on se met à connaître un tant soit peu les ingrédients, puis à se faire confiance, sky is the limit. Oui, comme tu dis, c'est intéressant de suivre des recettes, puis notamment en pâtisserie, là, où là, l'improvisation laisse un peu moins improviser. Par contre, je trouve que c'est un livre qui est super pertinent, puis de le lire étant jeune, de s'approprier un peu ces principes-là, ça permet ensuite de ça d'aller s'inspirer quand on va au marché ou même si on a un peu moins de budget, qu'on se rend à l'épicerie, il y a un ingrédient ou un aliment qui est en spécial pour une raison X, puis on a l'occasion d'en acheter en grande quantité. Donc, il y avait cet aspect-là aussi, moi, que je trouvais intéressant parce qu'en termes de valeurs, de principes, je pense que pour les générations, des jeunes qui s'en vont au cégep, qui partent à l'université,
tes valeurs vont résonner fort. Puis ensuite de ça, bien, on les applique directement. Parce que des fois, c'est intéressant aussi, comme vous dites, vous êtes tous les deux militants, mais à un moment donné, il faut avoir l'impression qu'on fait quelque chose de concret aussi. Donc, de l'ancrer dans le quotidien, c'est merveilleux. Ben, je vais m'adresser à Dominique maintenant. Dominique, ton livre je veux juste en montrer l'épaisseur, qui est assez, qui est vraiment une mine d'or d'informations. C'est incroyable. Je l'ai lu, je l'ai épluché avec attention. Puis, bon, quelqu'un qui n'a pas grandi dans une famille agricole, quelqu'un qui a grandi en ville, qui décide de faire un peu le parcours que tu as fait, d'aller s'installer sur un petit lopin de terre ou d'avoir ne serait-ce que l'espace pour avoir quelques poules, ça peut être un peu vertigineux de dire OK, par où je commence, de quoi on a besoin, tout ça. Mais j'ai l'impression que dans l'esprit dans lequel tu as écrit ton ouvrage, c'est accessible à plus de gens qu'on pense. Est-ce que je me trompe? Ben, non. Ben, c'est évidemment accessible à du monde qui ne viennent pas de milieu agricole, ce qui est mon cas. Moi aussi, j'ai grandi en ville. Bon, je suis en Outaouais, à Chelsea, à côté du parc de la Gatineau, mais regarde, hein? Mais moi, je te dirais que la raison pour laquelle on est allé vers l'élevage, c'est que, bon, déjà, ce livre-là, je l'ai écrit parce qu'en faisant le tour des salons du livre, quand j'ai sorti la ferme est possible, bon, on se promène dans les salons du livre, évidemment, parce qu'on est là longtemps. Et puis, je cherchais des livres sur l'élevage de poules, de poulets, de chèvres, tu sais, des petits élevages communs, puis je trouvais rien. Ce qu'il y avait, ça venait d'Europe. C'était des trucs un peu philo-ésotériques là, sur Madame la poule s'accommodera d'une boîte de souliers. Tu sais, il y avait, même dans les pet shops, je ne trouvais pas. Donc, j'ai dit, Jésus, Marie-Joseph, je suis en train de le vivre, je continue à le vivre. Pendant que je le vis, pourquoi je ne l'écrirais pas? Parce que c'est le fun, je pense, aussi d'avoir un livre qui est écrit du point de vue de quelqu'un qui embarque là-dedans, comme le lecteur. Hein? Donc, c'est pas comme une espèce d'expert qui est là depuis 50 ans, c'est facile, c'est facile. Hein, comme la cuisine, quand ta grand-mère te dit à peu près comment faire quelque chose, elle l'a dans le poignet. Puis là, tout est là, ben oui, mais combien de cuillères à soupe? Tu sais? Fait que, donc, tout ça pour dire que oui, c'est super accessible. Je trouve d'ailleurs que moi, ici, on a une grande serre potagère d'environ 1000 pieds carrés, puis j'ai beaucoup plus de misère à avoir des résultats fiables avec mes cultures potagères qu'avec mes élevages. Donc, si on parle des ravageurs, du soleil, de l'eau, le kit, c'est des variables qui sont difficiles à gérer, alors que mes poulets que j'élève sur l'herbe, ça se fait très, très bien, puis j'ai jamais eu de problème de santé au niveau de mes élevages. C'est sûr qu'on travaille dehors, il n'y a pas de promiscuité, donc des petits nombres, ils boivent de l'eau de pluie artésien. Bon. Mais ce que j'aime dire aux gens, c'est essayez-vous, parce que si vous commencez avec des poulets à croissance rapide, vous pouvez acheter vos poussins dans les couvoirs. C'est plus des races que je recommande nécessairement parce que moi, quand on parle d'intra-autonomie, puis de pérennité, puis de résilience, je veux, moi, avoir mes propres poules qui pondent mes œufs, que je fais incuber ou que les poules font incuber elles-mêmes. Puis là, on se retrouve avec finalement de la volaille qui est née, grandie et abattue ici. Donc, on est vraiment dans un vase clos, un circuit fermé d'autonomie pure. Mais si tu achètes tes poussins, puis tu les élèves sur l'herbe, je pense que c'est 185 mètres carrés d'herbe ou de clairière te permet d'élever 36 poulets en 2 mois. Donc, 2 mois plus tard, 5 minutes par jour, tu as, je pense, assez de poulets pour remplir ton congélateur pour au moins une année. Alors, c'est quelque chose que je ne peux pas encore dire pour ma production d'aubergines et de gingembre, hein, que j'ai essayé comme Véronique, qui est ça, c'est eux qui nous disent hey, ça se fait dans le ditch du gingembre, mais je n'ai pas eu des bons résultats la première année. C'est pour ça que je dis aux gens, puis évidemment, les livres, l'information, tout ce qui se meut, c'est souvent côté légumes. Puis j'ai senti aussi qu'il fallait défendre la protéine animale, qui est une protéine qu'on le veuille ou non, qui est extrêmement nourrissante, puis qui a sa place, je pense, dans un pays où 6 mois par année, c'est l'hiver, puis ailleurs aussi, d'ailleurs, on pourra en débattre. Mais bref, tout ce que je présente, c'est vraiment des façons concrètes, efficaces d'aller chercher quelque chose à manger, peu importe où tu habites. Alors moi, j'habite 500 mètres d'altitude en zone 3A quasiment.
Et puis, il n'y a pas beaucoup de terre arable, c'est de la roche, du sable. Donc, c'est un environnement où, justement, les cultures qu'on dit hors sol se font très bien. Puis mes chèvres, elles, se nourrissent très bien des différents genres de cultures vivaces qu'il y a. Donc, moi, j'aime transformer des végétaux vivaces en protéines. C'est bon. Excellent, non? Puis en tout cas, c'est juste dans la façon dont c'est écrit dans les trucs, dans l'ensemble des références aussi. Je pense que tu as un site web auquel tu fais référence aussi, où il y a des compléments d'information. Donc, c'est extrêmement concret. Puis moi, ce que ça m'a fait réaliser, en fait, c'est que bon, c'est peut-être pas à la portée de quelqu'un qui a un balcon en ville, là, mais tu sais, du moment qu'on a un petit espace, un petit espace de terre, je pense que ce que me disaient aussi les gens du Salon du Livre, c'est que c'est un phénomène qu'on voit dans le Bas-Saint-Laurent. C'est quelque chose qui est très présent, on en a entendu parler. Hein? Les gens retournent un peu le télétravail, tu y faisais référence un peu plus tôt, puis bon, les gens ont le goût de retourner vivre à la campagne, mais à ce moment-là, c'est plus accessible. On peut commencer très petit, éventuellement, bon, avoir quelque chose qui est un peu plus grand tout en restant artisanal, mais... Bon, en 2 mois, comme je disais, le poulet, c'est fait, alors que ne va pas encore tomber sur la tête des pauvres tomates, mais là, ça commence en mars, en avril, en mai, puis là, ça rentre. Puis là, à un moment donné, fin juillet, début août, il commence à y avoir... Fait que, les poulets, c'est 2 mois. La personne, si elle n'a pas aimé ça, ben c'est fini. Puis si elle aime ça, ben, elle peut recommencer. Mais tout ça est intégré. Les végétaux et les animaux, les deux sont aussi essentiels les uns que les autres. Tout à fait, tout à fait. Véronique, on parlait, Dominique faisait référence au fait effectivement qu'on a une saison arable qui a à peu près 6 mois hein, au Québec. On s'est tous levés ce matin avec un beau couvert de neige sur nos terrains. Puis, tu sais, bon, ton livre fait référence un peu à la notion de manger avec sens, toujours dans un respect de ce que la nature a à nous offrir, tout ça. La notion de saisonnalité est importante. Comment on fonctionne? On se fait casser les oreilles en ce moment avec l'achat local, il faut acheter localement, tout ça. On entame l'hiver au Québec, puis on parlait de tomates. Oui, il y a la production en serre, mais bon, il n'y a même pas nécessairement tout le temps accès non plus à ces tomates-là, à nos tomates québécoises. Quelqu'un qui voudrait avoir une alimentation qui est basée un peu sur la saisonnalité au Québec, as-tu quelques trucs? As-tu certains conseils à donner à des consommateurs qui veulent acheter justement avec un peu plus, faire leur épicerie avec un petit peu plus de sens? Ben, c'est sûr que d'avoir son jardin ou d'avoir ses élevages ou de trouver une façon de se rapprocher de l'agriculture, ça peut être aussi, comme on en parlait, de s'abonner à un panier bio, aller s'approvisionner directement à la ferme. Tu sais, quand on réalise que ben, les animaux qui sont dehors, ben, si on veut manger cette viande-là, il va falloir aller la chercher dans la section congelée le reste de l'année. On ne pourra pas avoir de la viande fraîche qui a été élevée dehors. Et que se rapprocher des agriculteurs, ça nous permet de comprendre aussi les cycles de production, puis de se reconnecter aussi avec notre terroir. On a la chance d'avoir 4 saisons magnifiques. Et cette alternance des saisons-là nous amène à nous émerveiller à chaque année. Si c'était les couleurs d'automne, à l'année, à un moment donné, on deviendrait blasé puis on trouverait tout ça si wow. Fait que, aussi dans l'alimentation, si on mange des tomates à l'année, j'appelle ça un peu la monotonie de l'abondance des supermarchés. Il n'y a plus jamais de wow la première tomate. Si on s'est privé de manger des fraises, bien privé. Si on n'a pas mangé durant l'hiver des fraises ou juste congelées dans nos smoothies, la première fraise au printemps, là, elle goûte le bonheur. Mais après ça, ça va être le premier concombre. Après ça, on se bourre la face de tomate. Là, ce temps-ci de l'année, là, moi, j'ai pas envie de manger des tomates. J'ai envie de me faire des potages de courges. J'ai envie de me faire de la crème de poireaux. Ça, le fait d'avoir une diversité qui se déploie dans le temps, ça fait qu'on apprécie mieux les aliments puis qu'on peut se développer aussi des traditions. Le comfort food, là, tu sais, les plats mijotés l'hiver à l'intérieur, alors qu'on va manger de la salade puis des aliments crus durant l'été. Ça amène une belle diversité bien plus intéressante que de manger du pâté chinois à l'année, tout le temps la même affaire. Là. Ouais. Donc, on essaie de nous faire croire que des fois que ça va être monotone de manger selon les saisons, mais au contraire, si on suit les saisons, ça peut être vraiment intéressant.
Puis, ben, on peut aussi étirer la saison avec des techniques là, de conservation. J'en parle dans le livre. La congélation, moi, je veux faire l'éloge de la congélation. C'est une façon tellement simple, efficace. Puis, tu sais, si on prend d'un point de vue énergétique, tu sais, le congélateur, bon, on peut quasiment le débrancher durant l'été. Puis, l'hiver, quand on branche le congélateur, mais la perte de chaleur de cet appareil électroménager-là va chauffer notre maison. Tu sais, c'est à coût énergétique pratiquement nul, la congélation. Puis, ça permet d'éliminer beaucoup de gaspillage. On en parlait pour les jeunes qui parlent qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a des techniques pour mieux conserver les aliments, diminuer le gaspillage, qui permettent de rendre l'alimentation bio-locale super accessible. Puis se reconnecter aussi à l'agriculture, à l'aliment. Tu sais, quand on a élevé ses propres poulets, là, on n'en gaspille pas du poulet. Quand on a fait son propre jardin, on ne les gaspille pas, les tomates. Quand on est conscient de tout le travail, les ressources qui sont investies pour produire les aliments, on ne les gaspille pas. C'est 60% des aliments qui sont gaspillés. Ça a un coût aussi. Ça a un coût écologique, ça a un coût économique. Les emballages aussi, les produits transformés. Quand on achète transformé, ça coûte cher, les produits transformés. Quand on transforme nous-mêmes, qu'on fait nos conserves dans nos pots maçons, c'est les mêmes pots qu'on réutilise à chaque année. C'est une belle activité qu'on peut faire en famille. On peut s'en faire une tradition. C'est économique, c'est écologique. Il y a la déshydratation, la lactofermentation qui est à un coût énergétique pratiquement nul. Là. On met du sel, des légumes, puis wow, ça devient un aliment vivant qui a plein de propriétés qui se conservent toute la saison. Fait avec ces connaissances-là, l'alimentation locale, bio, est très accessible et ça y redonne énormément de sens, de valeur et une nouvelle diversité que souvent les gens ne connaissent pas avec la monotonie de l'abondance du supermarché. C'est ça, puis des fois, c'est seulement des bases, tu sais, de reprendre, de savoir faire des bonnes conserves ou, tu sais, justement, de comment démarrer une lactofermentation ou juste de bien congeler des légumes ou, tu sais, bon, des aliments. C'est des bases que tu présentes quand même assez en détail dans ton livre, bon, des suggestions, tout ça. Puis, ben, une fois qu'on les sait pour la vie. C'est seulement. Puis, c'est peut-être aussi d'ancrer. Bon, tu parlais de prendre le temps, d'ancrer ça aussi, parce que souvent, on dira, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ton parallèle avec les écrans est super intéressant, mais de prendre le temps. Une canne de tomates à l'épicerie, oui, ça coûte $1,50, mais quand on ouvre ton propre pot de tomates, c'est pas du tout la même chose. Puis, effectivement, là, tu ne vas pas en jeter la moitié parce que tu avais juste besoin de la moitié du pot. Donc, ça vaut la peine, en fait, de se plonger là-dedans, de se les approprier, ces bases-là, puis éventuellement de les transmettre aussi aux autres générations. Ben Dominique, tu en as parlé un peu de la ferme impossible que tu as publiée il y a quand même pas si longtemps, puis la réflexion qui est en arrière de toute cette démarche-là. On sait, même on sent dans ton livre que tu as épluché la réglementation de A à Z, à savoir ce qui était possible de faire au Québec en fonction de ce qui est permis en termes d'élevage et tout. Tu présentes un concept à la fin qui est très intégré, où il y a une brasserie, une boulangerie, une table champêtre, les élevages, tout ça, quelque chose qui fait beaucoup de sens, en fait, la façon dont c'est présenté, on se dit, ben oui, c'est simple et tout ça. Bon, c'est pas possible en ce moment. C'est pas possible en ce moment pour certaines raisons, bon, réglementaires, tout ça, on n'entrera pas là-dedans, mais comme on le disait, il y a beaucoup de gens qui rêvent de campagne en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'horizon, qui rêvent d'avoir un terrain un peu plus grand, de côtoyer la nature. Ce rêve-là, toi, tu l'as fait. Tu t'es sorti de la ville, tu as été t'installer en milieu rural. Pour les gens qui se magasinent des maisons à distance en ce moment, puis qui rêvent d'aller s'installer, puis de prendre un peu en main leur alimentation, tout ça, c'est quoi ton souhait pour ces gens-là? Si tu pouvais t'adresser à ces gens-là, qu'est-ce que tu leur souhaiterais, que tu leur conseillerais? Faites-le. Je veux dire, je pense que, de toute façon, je pense que de commencer petit puis de le faire à sa propre échelle,
ça devrait être la façon dont la majorité des gens abordent l'agriculture. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as pas envie de te nourrir toi-même d'abord et avant tout, de nourrir aussi ta famille, de t'installer dans quelque chose de pluriproductif, d'avoir un peu de tout, un peu de légumes, un peu de protéines animales. Si tu n'es pas prêt à faire ça, puis que tu veux y aller vraiment vers un aliment clé, puis une mise en marché particulière, là, oui, il va falloir que tu investisses beaucoup, puis tu peux te casser la gueule. Moi aussi, je peux me casser la gueule. Je veux dire, au niveau législatif, on demande le droit de se casser la gueule, finalement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on nous permet de faire tout ce que je réclame qu'on va se rendre compte que c'était la meilleure idée au monde. Par contre, je pense que l'innovation vient quand on laisse aux petits le luxe de pouvoir jouer dans la cour des grands. La plupart des autres sphères sociales le reconnaissent, là, que l'innovation vient souvent des petits. Le brevet, le trademark et le Scott. Mais bon. Donc, moi, ce que je souhaite à ces gens-là, c'est de s'installer dans quelque chose qui est confortable, d'essayer plusieurs affaires, mais d'essayer de se nourrir sans espérer l'autonomie alimentaire totale, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. C'est difficile d'être complètement autonome, puis on a envie de varier, là, souvent, mais je leur souhaite de commencer par s'installer dans quelque chose qu'ils aiment pour voir si ils n'aimeraient pas consacrer plus de temps justement à ce travail-là agricole, puis essayer de mettre en marché. Parce qu'au niveau personnel, à peu près tout est légal. Là, c'est la municipalité qui va vous dire oui ou non, dépendamment de où vous vous installez. Là, c'est important de vérifier avec l'hôtel de ville. Mais au moins, ils ont le pouvoir, eux, de changer la loi hein, par dérogation. Vous allez voir si le conseil est sympathique à votre cause. Ils vont vous permettre d'avoir ci pis ça. Là. Mais donc, au niveau personnel, la plupart des choses sont légales. On peut boire son lait cru, on peut abattre ses animaux, on peut faire tout ça. C'est à partir du moment où on veut mettre en marché que c'est plus difficile. Donc, je souhaiterais aussi à ces néo-ruraux-là, comme tu les appelais, d'avoir au Québec le pluralisme syndical. C'est-à-dire que oui, OK, fort réuni, gna, 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 mais bon, à un moment donné, il faut, comme partout ailleurs au monde, il y ait des petits pour écouter les petits. Parce que les gros n'ont pas les mêmes préoccupations. Et puis, si on avait une représentation, on pourrait justement écouter ceux qui veulent se lancer en affaires avec ce que le modèle en place considère littéralement comme étant complètement ridicule, c'est-à-dire 5-6 vaches, quelques centaines de poules, quelques centaines de poulets. La ferme familiale, il n'y a pas si longtemps, là, finalement. C'est-à-dire que dans les années 50, les producteurs, il y en avait 90 000 producteurs hein, qui avaient, entre autres, des poules pondeuses. Comme disait Véronique, aujourd'hui, il y en a 150. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Demandez-leur. Là. Eux, je pense que ça va très bien. C'est une des fédérations qui est la plus profitable. Mais on se rend compte au niveau de la vache laitière, qui a été littéralement le moteur de l'Union des producteurs agricoles, puis de la colonisation du Québec. Hein? Avant, le colon, c'était une poche de farine, de sucre et une vache. Mais l'hiver, il donnait du navet, de la betterave. Donc, la vache était justement le fleuron de l'agriculture à petite échelle. Mais là, maintenant, on constate qu'en bas de 100 vaches, il y en a qui ont déconseillé carrément d'aller en affaires. Hein? Les robots trailleurs embarquent, les fermes de plusieurs centaines de vaches qu'il y avait ailleurs, puis qu'on décriait, c'est rendu qu'ici, on dit c'est peut-être le seul modèle rentable finalement. Donc, je pense que d'y aller vraiment large, puis d'essayer de pourvoir à ses propres besoins avant de vouloir en faire un gagne-pain, c'est peut-être ça que je suggérerais à ceux qui s'intéressent à justement s'occuper un peu plus d'eux-mêmes. Puis, dernière petite affaire, on donne des ateliers ici à la ferme, puis souvent les gens demandent, puis comment vous trouvez ça? Trouvez-vous ça épuisant? Trouvez-vous ça intense? Êtes-vous tanné? Puis là, on dit tout le temps, c'est sûr que c'est exigeant. On ne peut pas lever les pattes et s'en aller à Cuba 2 semaines. Mais je pense que ce qui arrive, ce que je dis aux gens, c'est que ce qu'on comprend, nous, ce qu'on vit comme réalité, c'est le fait de supporter le poids réel de notre existence. Quand tu es dans un environnement où tu n'as pas besoin finalement de te nourrir, de te loger, de te vêtir, la facilité de l'être, d'après moi, est un peu... cache d'autres choses, cache justement les problèmes qu'on a au niveau climatique, au niveau social. Donc, oui, c'est le fun de reposer sur les épaules des autres, mais ça a un coût, autant pour le moral que pour
l'éthique de la chose. Donc, je pense qu'ici, oui, c'est beaucoup de travail, mais on réalise qu'on a une empreinte. Se nourrir, rester en vie, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Bien, faisons face à la musique et mettons-y le temps si on veut rester en vie. Mais, puis, tu sais, je veux dire, sans pousser trop loin, on parle beaucoup de santé mentale en ce moment. Je pense qu'il y a quelque chose dans le mode de vie que tu as choisi qui est ancré dans notre ADN quand même. Ça fait pas 50 générations là, qu'on est sorti d'un modèle où on produisait ce dont on avait besoin. Que les gens, en tout cas, qui cherchent, qui sont un peu en quête de sens, vont probablement s'y retrouveraient, en fait, peut-être même s'ils n'ont pas grandi dans un contexte agricole. Là. Donc, c'est ça, je pense que ça en fait partie aussi. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Véronique. J'aimerais ça parce que tu as parlé quand même souvent du réseau des fermiers de famille au cours des dernières minutes. Donc, des gens qui voudraient s'abonner à des paniers. Bon, évidemment, toi, c'est la ferme aux petits oignons dans les Laurentides, mais le réseau est partout au Québec pour s'abonner à des paniers parce que ça va commencer bientôt quand même, les abonnements, même pour la prochaine saison. On fait ça comment? Bien, on a notre site fermierdefamille.com où tout l'ensemble des fermes là, est représenté sur le même site. On peut, avec une carte interactive ou son code postal, trouver la ferme qui livre le plus près de chez nous. Puis oui, tu fais bien de le mentionner, il y a plusieurs fermes qui étaient complètes cette année très tôt dans la saison d'abonnement. Puis je pense que ça va être la même chose, donc il ne faut pas tarder, là, janvier, février, mars, les places d'abonnement là, risquent de se combler très rapidement. Cette année, on sent que l'engouement est encore là. Heureusement, on accueille des nouvelles fermes dans le réseau. Il y a plusieurs jeunes qui veulent embrasser la profession, mais certainement, là, il va falloir s'y prendre tôt cette année. Puis, on parlait de saisonnalité tantôt, puis je pense qu'il y a certaines fermes aussi qui offrent le principe de panier d'hiver ou en tout cas de panier avec des légumes de conservation. Donc, des fois, pour étirer la saison, ça peut être une option aussi qui est intéressante, là, surtout quand on n'a pas l'espace de stockage ou la chambre froide ou si on n'est pas capable de faire nos... Je parlais aussi du réseau de solidarité. Il y a des fermes, des fermiers de famille qui se sont mis ensemble pour créer les bio locaux, qui sont des regroupements de fermes parce que c'est difficile pour une ferme de produire tous les légumes de conservation pour offrir des paniers diversifiés durant l'hiver. Donc, sous les bio locaux, là, il y a plusieurs de nos fermiers de famille qui offrent des paniers d'hiver. Donc, c'est possible de s'abonner aux paniers des bio locaux qui sont un regroupement de fermiers de famille. C'est aussi sur le même site, fermierdefamille.com. Parfait. Bien, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup de votre temps, d'avoir été avec nous, malheureusement, de façon virtuelle. Je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures, puis échanger aussi. Ça aurait été le fun de pouvoir apprendre des questions de personnes dans une salle, tout ça, parce que je pense qu'on aurait eu droit à des échanges qui sont riches, mais ça sera pour une prochaine fois. Je représente vos deux ouvrages, donc L'artisan fermier, cuisiner sans recette, disponible. L'artisan fermier, il est sorti, Dominique, je pense. Il est-tu... Sorti en novembre. OK. En novembre dernier, c'est ça. C'est Véronique, c'est toi ton livre qui vient juste de sortir, c'est ça? Il vient de sortir le 28 octobre. C'est ça, parfait. Donc, c'est lui qui est tout chaud. Donc, bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un hiver, un hiver riche en réflexion, en exploration, tout ça. Puis, on se dit à la prochaine. Merci. Si jamais il y en a qui ont des questions, ben, oui, envoyez-nous-les par courriel. On répond. Parfait. Merci.